Merci d'être avec nous pour la troisième partie du Grand Journal, à écouter en direct sur l'application Radio Player France et en DAB+, sur la radio numérique terrestre, notamment si vous êtes en voiture, en Île-de-France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Eldad Bek, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes journaliste, correspondant à Berlin du quotidien Israël Hayom. On s'intéresse en premier lieu avec vous, Eldad Bek, à la disparition la nuit dernière de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué tout à l'heure, je cite, un réformateur courageux, ajoutant que sa mort intervient au moment, et je cite toujours, où la démocratie a échoué en Russie. Est-ce que, Eldad Bek, c'est le sentiment général en Allemagne aujourd'hui, un pays qui a été, on le sait, au cœur de la guerre froide? Je crois que la mort de Gorbatchev a fait susciter une vague de nostalgie très large ici en Allemagne, parce qu'il faut se souvenir de deux choses. Premièrement, c'était Gorbatchev lui-même qui a poussé le régime communiste de l'Allemagne de l'Est d'aller vers les réformes qui ont fini par la chute du régime communiste en Allemagne de l'Est. C'était lui qui a commencé donc ce processus, alors que le régime de l'Allemagne de l'Est était connu comme étant l'un des plus durs des pays communistes et ne voulait pas du tout accepter les propositions de réformes lancées par Gorbatchev. Deuxièmement, c'est Gorbatchev lui-même qui a permis donc la réunification de l'Allemagne en 1990. En 1990. C'est absolument grâce à lui que l'Allemagne est aujourd'hui ce qu'elle est. Et l'Allemagne qui a remplacé, donc, ou qui a succédé plutôt à la RFA, la République fédérale, et à la République démocratique d'Allemagne. Gorbatchev a été l'homme de la glasnost, de la politique d'ouverture de l'Union soviétique à partir de 1985. Une politique dont les effets ont été nombreux et majeurs pour les Juifs sur place, sur le plan religieux et culturel notamment. Possibilité de prier, de parler en hébreu, en yiddish, d'éditer aussi des journaux, des livres. La glasnost a permis également à plusieurs centaines de milliers de Juifs de quitter le pays pour rejoindre principalement Israël. C'est aussi cela qui restera de Gorbatchev et Eldad Bek? C'est certainement partie de ce qui va rester de Mikhail Gorbatchev. Il faut souligner aussi qu'aujourd'hui, malgré les problèmes qu'on vit en Russie, entre autres à cause de la guerre en Ukraine, il y a encore une vie juive très riche, très épanouie en Russie. C'est très certainement grâce à l'ouverture, l'ouverture de Gorbatchev des années 80. Mais de toutes les manières, la situation aujourd'hui en Russie n'a rien à voir avec ce qu'il y avait en Russie. Eldad Bek, je me permets de vous interrompre. On a un petit souci au niveau de la connexion. On vous entend un petit peu moins bien depuis quelques instants. On va faire un nouveau test. Sinon, on rétablira peut-être autrement la connexion. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord ? Moi, je vous entends parfaitement. Alors, on vous entend bien, mais ça grésille un peu sur la ligne. Je propose qu'on vous rappelle, peut-être par téléphone, pour vous avoir et vous écouter assez vite dans les prochaines secondes. J'en profite pour rappeler donc que vous êtes journaliste, correspondant à Berlin du quotidien israélien Israël Hayom. On évoque avec vous la disparition hier de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique à l'âge de 91 ans. On doit également aborder un autre sujet avec vous dans quelques instants, concernant cette fois un autre événement historique, un événement tragique il y a 50 ans, l'attaque terroriste contre la délégation israélienne au JO de Munich. Eldad Bek, vous êtes à nouveau avec nous. Je vous cède la parole par téléphone cette fois. On vous écoute donc sur l'héritage de Gorbatchev, notamment concernant les Juifs de Russie et la vie juive dans le pays. Et donc, ça fait certainement partie de ce que Gorbatchev laisse derrière lui pour la mémoire de l'histoire juive. Mais ce qui est important de dire, c'est que la situation aujourd'hui en Russie est encore très différente de ce que les Juifs ont connu pendant le régime communiste, pendant des dizaines d'années et années de répression qui
ne sont pas la situation d'aujourd'hui. Gorbatchev qui a d'ailleurs reconnu un peu plus tard en 1991, quelques mois avant d'être écarté du pouvoir, l'existence d'un antisémitisme ancien séculaire en Russie. Absolument. L'antisémitisme faisait partie de, je dirais, la tradition politique et même la tradition religieuse russe pour des centaines d'années. C'est pas quelque chose qui va disparaître et très facilement. On le voit ce jour-ci aussi en partie à cause de la guerre en Ukraine, oui. Mais c'est quelque chose qui fait partie de la société russe et qui ne va pas disparaître rapidement. Ed Elbek, je rappelle que vous êtes le correspondant à Berlin du Israël Hayom et je voudrais qu'on aborde ensemble maintenant un deuxième sujet, celui concernant les indemnisations que va verser l'Allemagne aux familles des 11 victimes de l'attaque terroriste de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Berlin en 1972. Racontez-nous la genèse de cet accord d'un montant global de 28 millions d'euros. Quand les discussions d'abord ont démarré, comment elles ont évolué, puisque dans un premier temps, la proposition allemande avait été vertement rejetée par les familles. Alors, c'est premièrement une question de responsabilité. Les autorités allemandes ont refusé pendant des années, pendant presque 50 ans, de prendre la responsabilité pour tous les faux, pour toutes les fautes sécuritaires que les autorités allemandes de l'époque ont commis et qui ont permis donc cet attentat horrible des Palestiniens contre la délégation israélienne pour les Jeux Olympiques de Munich. Et c'était donc la raison pour laquelle l'Allemagne a refusé pendant très longtemps de payer des compensations aux familles des victimes. Il y avait déjà 2 paiements de ce que les Allemands ont appelé gestes humanitaires, mais qui étaient franchement très limités. Et donc, les familles ont commencé un processus un processus légal contre le gouvernement allemand en demandant donc des sommes qui leur paraissaient beaucoup plus raisonnables pour toute la souffrance qu'ils ont eue depuis l'attentat. Et la demande était de plus de 100 millions euros. Et, pour l'ensemble des familles. Pour les familles. Et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement allemand était prêt à payer plus ou moins 5 millions d'euros. Vous voyez la différence. Il y avait des pressions politiques très importantes de 2 côtés, essentiellement des 2 présidents allemands et israéliens, Frank-Walter Steinmeier et Yitzhak Herzog, oui, qui voulaient absolument, premièrement, participer à la cérémonie qui aura lieu la semaine prochaine à Munich. Lundi, en présence des familles d'ailleurs. Pardon ? Elle aura lieu lundi en présence des familles, on l'a appris tout à l'heure. Voilà, c'est que les familles ont menacé pendant très longtemps qu'en l'absence d'un accord sur les réparations, ils ne feraient pas partie de cette cérémonie. Mais maintenant que l'accord a été conclu entre l'Allemagne et les familles, les 11 familles vont être présentes aussi. Et je pense que c'était quelque chose qui était très important pour les Allemands. Bien sûr. Parce que l'image de l'Allemagne aurait souffert terriblement si les familles des victimes israéliennes allaient continuer à dire que l'Allemagne ne fait pas assez pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'attentat de 72. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas uniquement une question d'argent. Il y a aussi énormément d'informations, énormément de dossiers qui sont toujours pas accessibles au grand public et à ceux qui veulent savoir exactement qui a pris quelle décision qui a amené à la fin de la chose à la catastrophe dans laquelle 9 Israéliens ont trouvé la mort à l'aéroport militaire à côté de Munich. Et tout cela va être donc maintenant étudié par un comité d'historiens israéliens et allemands qui vont avoir finalement accès à tous les dossiers
et on pourra savoir finalement exactement ce qui s'est passé il y a 50 ans. Vous voyez, 50 ans, c'est quand même une période très importante pour qu'on arrive là. Merci beaucoup Eldad Beck d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le correspondant à Berlin du Israël Hayom. On peut réécouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.